Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission Trends Talk qui, comme vous le savez, est co-organisée avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir et l'honneur surtout de diriger. Alors pour cette première émission de l'année 2025, on va faire le bilan effectivement de l'année 2024 mais aussi évidemment se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire en fait à quoi pourrait ressembler sur le plan économique mais aussi des marchés boursiers, des marchés financiers l'année 2025. Et pour en parler, nous avons un expert ici dans le studio, en l'occurrence Bernard Keppen, qui est donc l'économiste en chef de la banque CBC. Bonjour Bernard. Bonjour Hamid. Bonjour. Alors Bernard, on a beaucoup parlé en cette fin d'année de la dégradation de la note, en tout cas de la dette publique de la France, qui a été donc dégradée, je ne vais pas dire sauvagement, mais quasi par Moody's, tout simplement parce qu'il y a une sorte d'incurie politique, il n'y a pas de gouvernement en France où ça a été très compliqué d'en avoir un, en tout cas ils ne se mettent pas d'accord. Mais en Belgique, c'est aussi très compliqué. Comment se fait-il que nous, on n'est pas dans les collimateurs ou le collimateur des agences de notation? Alors, on est quand même dans les collimateurs des agences, puisque les perspectives de la Belgique sont aujourd'hui négatives. Donc, ce qui veut dire que ça permet aux agences de rating de baisser les ratings dans le cadre des révisions. C'est une sorte d'antichambre. On dit perspective voilà, négative exactement. Et donc après, quelques mois plus tard, ils peuvent baisser le rating. Donc il y a quand même des avertissements déjà sérieux de la part des agences de rating. Ce ne sont pas les seuls. Le Fonds monétaire international a dit la même chose. La Commission, on est sous contrôle de la Commission. Donc tous les instances aujourd'hui ont tiré la sonnette d'alarme. Notre gouverneur le fait aussi, de façon globale. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est la frilosité peut-être des agences de rating de ne pas agir très vite dans la baisse des ratings. Et elles sont un peu complaisantes par rapport à la France, par rapport peut-être même à l'Allemagne aujourd'hui, vu la situation économique dans laquelle on est. Elles sont peut-être un regard un peu trop focalisé peut-être sur la possibilité d'un accord et alors Bernard, elles sont complaisantes, mais là vous parlez de deux pays qui sont quand même la première puissance économique de la zone euro et puis la deuxième. Ouais. C'est pas le cas de la Belgique. Est-ce que nous, on risque pas d'avoir une sorte de retour de manivelle? Alors, je dirais aujourd'hui, si clairement on a un gouvernement et vu l'attitude des agences, je pense qu'il n'y aura pas de retour de manivelle. Je pense qu'elles vont laisser du temps au gouvernement pour autant qu'on a un accord qui a de la consistance et qu'on a une réduction clairement de ce déficit. Je pense que les agences vont être encore assez complaisantes pour la Belgique parce que sinon on comprendrait très mal leur position par rapport à la Belgique, par rapport à d'autres pays comme la France, où cette frilosité à ne pas agir. Donc c'est un élément un peu positif de alors ce c'est une complaisance, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sauvé que ce soit les Français ou nous autres Belges par le fait tout simplement qu'il n'y a plus de francs belges, qu'il n'y a plus de francs français, qu'on a l'euro? C'est l'euro qui nous protège. Évidemment que c'est l'euro qui nous protège, et aussi il faut quand même savoir que la Banque Centrale Européenne a mis en place un mécanisme qui n'a jamais été utilisé, mais qui est un mécanisme qu'elle peut utiliser si à un moment donné il y a un élargissement trop important des taux d'intérêt du pays en question. Je prends le cas de la France. Si on avait vraiment une pression très forte sur les taux d'intérêt français, de la dette française, la Banque Centrale Européenne a un mécanisme qu'elle peut utiliser. Donc on a l'euro d'un côté. Il fait qu'elle pourrait racheter de la dette française. Il fait qu'elle pourrait racheter la dette française. Maintenant, il y a toute une série de conditions qui font qu'aujourd'hui, c'est hors de question qu'elle l'utilise. Mais les marchés savent pertinemment bien que cet outil existe, peut être utilisé à un moment donné. Donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on a connu dans la crise de la dette qu'on a connue dans les années 2011, on n'est plus du tout dans le même scénario. Alors, dette publique française qui est dégradée, en Belgique ce n'est pas encore le cas, complaisance entre guillemets des agences de notation, bouclier ou une sorte de dôme de fer, je dirais de l'euro. Alors justement, est-ce que l'euro n'a pas un effet anesthésiant dans le sens où nous, Belges ou Français, on se dit on est protégés par l'euro, par la zone euro, et en fait ça nous empêche de faire les réformes qu'on devrait faire? Alors, ce n'est pas l'euro qui est le frein pour moi, c'est plutôt le monde politique qui ne joue pas son rôle. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vraie volonté politique de faire bouger les lignes. C'est au niveau belge, au niveau français, on le voit bien, et au niveau allemand, mais donc finalement au niveau de l'Europe. On a aujourd'hui d'énormes défis pour l'Europe, et ça, c'est un des grands défis qu'on va avoir avec l'arrivée de Trump l'année prochaine. L'Europe est au pied du mur. Alors on dit toujours que c'est au pied du mur qu'on avance, mais à un moment donné, on se rend bien compte qu'on n'avance plus beaucoup et qu'on fait du surplace. Donc c'est plus une volonté politique aujourd'hui qui manque au niveau de l'Europe. Alors vous avez cité le nom du futur président des États-Unis, je dis toujours futur parce qu'il ne sera en fonction officielle que le 20 janvier, donc dans quelques jours. On peut dire que ça a été le personnage de l'année en 2025. D'ailleurs, il a été nommé Personality of the Year de Time Magazine. Mais je dirais que ça éclare aussi le divorce des deux côtés de l'Atlantique entre les deux économies, avec une économie qui se porte plutôt bien aux États-Unis. Nous, on frôle la récession dans certains pays. L'Allemagne, c'est le cas déjà de la récession. Avec des crises politiques dans le chef des deux principaux pays de la zone euro, il y a vraiment un divorce des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. Et d'autant plus
plus, ce qui est marquant, évidemment, c'est que ça marque encore plus l'écart entre les deux économies. Mais surtout, ce qui est important pour moi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est avec l'arrivée de Trump, ce n'est que la continuité déjà d'une évolution qui est depuis Obama. Donc, c'est-à-dire ce décrochage entre les États-Unis et l'Europe, c'est pas nouveau. Il n'a fait que s'accentuer. Il n'a fait que s'accentuer. Et de plus en plus, les États-Unis s'éloignent de l'Europe. Et c'est là où l'Europe doit se prendre en main. Et c'est vrai que quand on voit les différences au niveau économique, le rapport Draghi l'a bien mis en évidence, on est dans des situations totalement différentes. Et les mesures que vont prendre Trump, dans un premier temps, vont encore avoir des mesures plutôt qui vont booster l'économie américaine, alors qu'on n'a pas du tout ces mesures au niveau de l'Europe. Alors, vous venez justement de parler de Mario Draghi. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que Mario Draghi est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. On lui a demandé, enfin la Commission européenne lui a recommandé un rapport sur la compétitivité européenne. Il a remis ce rapport, 400 pages. Il est où? Il est dans un tiroir, ce rapport? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui. En tout cas, Ursula von der Leyen a dit qu'elle allait utiliser ce rapport et clairement suivre un certain nombre de ses recommandations. Mais de nouveau, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, il faut une vraie volonté politique. Or, on n'a pas cette volonté politique au niveau de l'Europe pour le moment. Et comme on n'a pas le fameux couple franco-allemand, qui est quand même celui qui était le moteur essentiel du développement, de la croissance européenne, mais surtout de la mise en place de nouveaux projets, on est complètement bloqué. En Allemagne, on a les élections le 23 février. On espère peut-être avoir un changement. Alors, quand je dis un changement, c'est l'élément positif que je vais trouver aujourd'hui, c'est peut-être qu'au niveau du gouvernement, on va peut-être mettre un petit bémol à ce fameux frein à l'endettement. Ce fameux frein à l'endettement qui aujourd'hui fait que l'Allemagne non seulement a des problèmes au niveau de son industrie, mais est une des administrations les moins digitalisées d'Europe, a énormément de problèmes d'infrastructure parce qu'on n'a pas du tout fait ces investissements. On a vu l'endettement et on ne s'est pas du tout préoccupé de toutes les énergies nouvelles, digitalisation, tout ça a été mis un peu sur le côté. Alors, on pourra revenir, Bernard, sur le modèle économique allemand qui a un peu dératé, si je puis dire. Mais revenons toujours sur Mario Draghi. Alors, dans les 400 pages, il dit énormément de choses très, très intéressantes sur l'avenir de l'Europe. Mais moi, j'ai retenu surtout un chiffre à amener. Il dit qu'il faudrait idéalement mettre 800 milliards d'euros par an pour que ce vieux continent soit un peu rajeuni. On va les trouver où, les 800 milliards ? Pour moi, il n'y a pas un problème de fonds aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de capitaux, d'argent. Le problème n'est pas là. Le problème, il est politique, uniquement politique. Quand on regarde le fameux programme Next Generation EU, qui avait été mis en place de la précédente commission, 750 milliards d'euros. Une partie de ces fonds sont donnés aux États et une partie sont prêtés aux États. Quand on regarde ce qui a été utilisé aujourd'hui, quand on fait le bilan, à peu près 30%. Donc les capitaux sont là, ils ne sont pas utilisés. Un des pays qui a le plus utilisé ces capitaux, parce que c'est celui qui a subi plus fortement, l'Italie, mais surtout l'Espagne. C'est l'Espagne qui a eu, en termes de volume, on parle plus de 100 milliards de ces fonds qui étaient disponibles pour l'Espagne, parce qu'on regardait l'évolution du produit intérieur brut avant la crise Covid et après la crise Covid, donc c'est une qui était la plus impactée, eh bien c'est le pays qui a le plus utilisé les fonds. Résultat, on a des taux de croissance au-delà des 2% aujourd'hui en Espagne. Donc on a les moyens financiers, mais on ne les utilise pas. Alors, justement, vous venez de parler de l'Espagne et on a même parlé un peu de l'Italie. Il y a quelque chose qui est assez contrastant, si je puis utiliser un néologisme, c'est que jusqu'à présent, ce qui sauve l'Europe de la récession, c'est les pays du Sud, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, qui ont des taux de croissance nettement plus élevés que la France ou notre pays, la Belgique. Alors ça a été assez étonnant dans le sens où, dans le passé, on se moquait de ces pays. On les appelait les pays du Club Med, suite à la Grèce, la crise de la dette grecque, ces pays ont été dans le collimateur des marchés financiers. Et là, c'est plutôt eux qui nous tirent vers le haut, enfin qui nous sortent de la moyenne. Oui, maintenant, il faut être bien conscient que ces pays ont subi des cures d'austérité pendant des années. On a eu une perte du pouvoir d'achat de 20, 30, 40% dans certains pays. Je prends le cas de la Grèce. Ce sont des vraies cures. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, les Grecs, ils sortent à peine de cette crise. Donc, là, on a eu vraiment des vrais, comme vous l'avez dit, des vraies cures d'austérité. On a eu les fonds européens qui sont intervenus et on a eu une réforme qui était, que ce soit au Portugal, que ce soit en Espagne, qui ont été mis en place. Et l'utilisation de ces fonds européens. Preuve que si on a la volonté politique de faire bouger les lignes, on peut y arriver.
Alors, puisqu'on est en début d'année 2025, l'intérêt de reparler de l'Allemagne, c'est qu'effectivement, ça reste la première puissance économique, c'est qu'eux ont une marge de manœuvre, enfin, je l'espère, dans le sens où ils n'ont qu'un endettement, je crois, de 66% du PIB, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, de la France et encore moins de la Belgique. Est-ce que c'est par là qu'on sera peut-être sauvé ? Moi, en tout cas, c'est dans les éléments positifs que je dois mettre sur la table aujourd'hui, c'est clairement résultat des élections qui fait bouger les lignes au niveau de l'Allemagne, qui permet alors à ce moment-là d'avoir et de remettre en place des grands plans, rapport Draghi, on y revient, qui permettraient alors de soutenir le plan Draghi, donc des grands plans d'investissement, et donc que c'est la Commission qui emprunte au niveau européen, au nom de la Commission européenne. Donc c'est plus les États. Parce que si effectivement c'est demain la Belgique et autres, on n'a aucune capacité, ça doit se faire. Ouais. Donc ça doit se faire au niveau européen. Sauf l'Allemagne qui, elle, a une capacité d'endettement, mais alors elle doit accepter de le faire. Elle doit, c'est surtout de payer pour les autres. Elle doit surtout accepter, effectivement, d'ouvrir pour les autres. Oui. Et ça doit être un pot commun dans lequel chacun va pouvoir aller emprunter, mais ce sera fait emprunter au nom de la Commission européenne. Qu'est-ce qui empêche pour le moment l'Allemagne de relancer son économie ? C'est ce fameux article de la Constitution qui l'empêche d'avoir un déséquilibre budgétaire, c'est le frein, ce qui est très bien par ailleurs. Tout à fait, mais c'est vraiment le frein à l'endettement qui est aujourd'hui la raison pour laquelle, clairement, le gouvernement est tombé, puisqu'il y avait opposition. Dans l'opposition, il n'y avait vraiment plus d'aucune entente dans les partis qui faisaient le gouvernement actuel. Et donc, clairement, c'est cet élément-là qui a fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une situation de blocage total. Les industriels allemands demandent à corps et à cri des investissements en disant on a absolument besoin de ces investissements, il y a urgence. Alors ça, c'est les industriels, c'est le coup de gueule des industriels, urgence. Il y a aussi un coup de gueule de beaucoup d'industriels, et pas seulement allemands, belges, ailleurs, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et là, la Banque centrale a baissé effectivement ses taux d'intérêt en 2024, fin 2024, de 0,25. Et beaucoup de commentateurs, alors peut-être qu'ils ont tort ou pas, vous allez nous le dire, estimaient qu'il aurait fallu faire d'abord ça beaucoup plus tôt et plus fort, et 0,50. Et donc ma question, c'est est-ce que la Banque centrale européenne n'a pas agi trop tard et trop peu ? Alors, rappelons peut-être qu'elle a quand même baissé ses taux au mois de juin. Elle est la première à baisser par rapport à la Banque centrale américaine, ce qui est quand même déjà un élément assez neuf dans sa position. On va aussi plus mal que les Américains. On va plus mal que les Américains. Ouais. Maintenant, rappelons aussi que la Banque centrale européenne, par rapport à la majorité des autres banques centrales, elle n'a qu'un seul objectif, c'est la stabilité des prix. La Banque centrale américaine, elle a la stabilité des prix et un taux de chômage le plus bas possible. Donc, le prisme est totalement différent. Dans l'approche, c'est totalement différent. Donc, son objectif de stabilité des prix, elle ne peut pas en déroger, parce que ça fait partie de son statut unique. Ce que rappelle d'ailleurs Christine Lagarde systématiquement. Quand j'ai une inflation... Donc, vous voulez dire qu'elle est psychorigide, pas parce qu'elle veut l'être, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle n'a pas le choix. C'est dans les traités. On devrait changer le traité. Pour ça, il faut l'accord des 27. Oui, donc, c'est pas gagné. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est inenvisageable. Mais donc, c'est dans le traité aujourd'hui. Donc, quand j'ai une inflation qui passe de 0 à 10%, ce qui est arrivé après la sortie de la crise Covid, puis qui est redescendue, on a tous eu l'impression, ou en tout cas, ça donne le sentiment que l'inflation est revenue, mais elle n'est pas revenue à l'objectif de la Banque centrale européenne, qui est un taux de 2%. Et l'inflation aujourd'hui qui vient d'où ? Elle vient des services, elle vient des salaires. Et donc on a une inflation qui est prégnante dans l'économie, qui fait que la Banque centrale européenne, si elle avait baissé ses taux trop vite, trop fort, avait un risque de faire repartir cette inflation à la hausse. Or ça c'est le pire des scénarios, c'est voir la Banque centrale baisser ses taux et devoir rapidement remonter ses taux. Donc la prudence se justifie et on le voit bien, la Banque centrale américaine tient le même discours aujourd'hui. Prudence dans l'ajustement monétaire. Oui, sauf quand même, malgré tout, Bernard, leur économie se porte nettement mieux que la nôtre et le taux de chômage, il est moitié inférieur. On est d'accord, alors on peut prendre le cas de la Banque d'Angleterre qui a aussi exactement la même approche. Prudence par rapport au nouveau gouvernement, aux nouvelles mesures qui sont un peu inflationnistes. Prudence parce que j'ai aussi une inflation des services, une inflation des salaires. Donc Banque d'Angleterre n'a pas baissé ses taux fin décembre. La Suisse quand même, un petit peu. Alors la Suisse, inflation, on est à 0,7%. Donc on est à un taux d'inflation beaucoup plus bas. On a un franc suisse qui est extrêmement fort. Il y a aussi une volonté très claire de la Banque nationale suisse d'agir pour essayer de diminuer cette pression sur le franc suisse. On est encore dans un scénario totalement différent. Alors restons toujours en Europe avec un secteur dont on a beaucoup parlé et qui malheureusement semble un petit peu sinistré. C'est celui de l'industrie automobile. Où là, est-ce qu'on pourrait avoir l'impression que finalement l'industrie automobile en 2024 et en 2025, c'est un peu la sidérurgie des années 80 ? Mais clairement, en tout cas en Europe, on a raté le virage de la voiture électrique.
tout le modèle, tout le développement est de nouveau. On voit bien, enfin, on est en plein dans les discussions de Volkswagen pour savoir si est-ce qu'ils vont fermer ou pas des usines. On se rend compte que leur modèle, aujourd'hui, ne fonctionne absolument plus. Ils s'étaient tournés vers la Chine pour produire en Chine. Aujourd'hui, ils sont en dégringolade complète. Ils perdent des parts de marché, mais ils perdent des parts de marché partout. Donc le modèle qui a été développé n'était pas le bon modèle. Il fallait prendre le virage électrique bien avant. Le problème, c'est que nous, on n'a pas des batteries électriques, on n'a pas les matières premières, on n'a rien. Donc, comment construire une industrie dans ce contexte-là? C'est extrêmement compliqué et on voit bien les limites du système aujourd'hui. Et alors, les limites de ce système, c'est quoi? C'est des eurodéputés qui ont agi sous le coup de l'émotion avec le Dieselgate. Ils n'écoutaient plus l'argumentaire, je dirais, de l'industrie automobile. Ils partaient du principe que ce qu'on disait, c'était des mensonges et on n'a pas écouté le secteur. Je pense qu'on n'a pas écouté le secteur et Mario Draghi l'a aussi dit dans son rapport. On est avec une Europe aujourd'hui qui est très forte pour mettre en place des réglementations, mais c'est tout. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs et on ne fait pas du tout ce qu'il faut faire. C'est d'abord développer l'activité, mettre un certain nombre de mesures en place. Il y a beaucoup de mesures qui ont du sens, mais il faut arrêter d'avoir un système bureaucratique comme on l'a aujourd'hui en Europe. Alors justement, vous me facilitez la transition par rapport à notre ami Donald Trump qui entre en fonction dans 19 jours. Alors, on a beaucoup parlé de sa volonté d'augmenter les tarifs douaniers, y compris vis-à-vis de l'Europe, qu'il surnomme la petite Chine. Mais parlons de l'autre aspect qui est peut-être encore plus dangereux pour nous autres Européens, c'est la déréglementation. Hein, justement, la bureaucratie auquel vous faisiez allusion. Pourquoi est-ce que c'est dangereux pour nous autres Européens ? Mais parce qu'en termes de concurrence, on ne va plus du tout jouer dans le même jeu. On va prendre le cas des banques. Aux États-Unis, on doit imposer, comme en Europe, fameux règles Bâle 3. Mais on sait qu'aux États-Unis, on va... On peut peut-être rappeler à nos téléspectateurs, c'est quoi les Bâle 3 ? Ce sont des règles où les banques doivent prendre un certain nombre de capitaux complémentaires. Des coussins d'amortisseurs. Ce sont des coussins d'amortisseurs en cas de crise, etc. Aux États-Unis, très clairement, Trump l'a dit, il allait avoir une mesure qui serait beaucoup plus souple par rapport à ce qui a été décidé à la base. Or, les Européens ont dit, nous, on va appliquer à la lettre Bâle 3. Donc, ce qui veut dire que sur les marchés des capitaux, les banques américaines seront beaucoup plus compétitives, moins contraignantes que pour les banques européennes. Donc ça, c'est un exemple très concret. Mais ça concerne de façon globale tout l'ensemble des capitaux. Ça veut dire que comme elles ne devront pas avoir des coussins aussi impressionnants que les banques européennes, vous voulez dire qu'elles pourront plus facilement prêter de l'argent, crédit, etc. Absolument, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que le danger, c'est parce que c'est vrai qu'on a une mémoire de poisson rouge, c'est qu'on savait déjà que les banques américaines étaient moins réglementées que les européennes, mais c'est que justement, on a abouti à quelques faillites il y a un an. Bien sûr. En Californie, avec Silicon Valley Bank. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas danser sur un volcan, là ? Ah ben, c'est clair que je ne cautionne pas la politique de Trump. Je constate simplement la différence qu'il y a entre les deux. Mais maintenant, la différence entre Trump et l'Europe, c'est qu'on ne peut pas non plus mettre des carcans dans les entreprises, les banques de façon générale, alors qu'il y a moins de réglementation aux États-Unis. Et si je reprends encore l'exemple du secteur financier, on n'a aujourd'hui pas de grandes banques, on n'a pas de grands groupes au niveau européen. Parce que si on veut financer des projets de batteries électriques, d'usines de batteries électriques et autres, on va avoir besoin de capitaux de l'Europe d'une part, mais on doit avoir un partenariat public-privé. Pour ça, il faut des banques de taille suffisante. Or, nous n'avons pas aujourd'hui des banques de la taille des banques américaines. Donc la réglementation, c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, ça ne peut pas être un frein au développement. Maintenant, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est encore un autre débat. Je ne cautionne pas le système qui est en train d'évoluer. OK. Ça, c'est pour l'aspect déréglementation. Ouais. Et là, on a parlé évidemment du secteur bancaire, mais il va toucher d'autres industries, d'autres secteurs. Revenons vers les tarifs douaniers. Il n'est pas encore en fonction. On a l'impression qu'il est déjà en fonction, alors qu'il ne l'est pas. Comme quoi, il n'y a pas de transition. Alors, imaginons qu'il applique ce qu'il va dire, en tout cas, c'est-à-dire qu'il augmente les tarifs douaniers sur un certain nombre de pays. Est-ce qu'on va, et notamment la Chine, qu'il vise en premier lieu, est-ce que la Chine, ne pouvant plus ou plus difficilement exporter aux États-Unis, va se rattraper sur l'Europe? Autrement dit, est-ce qu'on va devenir le déversoir de produits chinois, et avec le danger que ça puisse mettre à mal des tas de secteurs en Europe? C'est la grande crainte des économistes aujourd'hui, effectivement. On est déjà avec une économie chinoise dont le pouvoir a toujours privilégié l'offre par rapport à la demande. On est dans une situation où on a un excédent de production, on a des prix de production qui sont négatifs vu cet excédent de production, raison pour lesquelles on a déjà des produits chinois qui envahissent l'Europe. C'est évident que demain, si Trump impose 60% sur les importations de produits chinois, inéluctablement, une partie de ces produits vont venir vers l'Europe. Pas tous, mais une partie. Donc on sera deux fois perdant. Perdant parce que nous allons subir les taxes pour les produits européens, perdant parce que nous allons subir une pression complémentaire de la part de la Chine.
Et vous pensez vraiment qu'il va aller jusqu'au bout, ou est-ce que c'est plutôt un outil de négociation, c'est-à-dire en fait, il va effectivement appliquer ces tarifs, mais surtout pour obtenir très très rapidement? C'est ce qu'on dit, et si on regarde un petit peu son premier mandat, c'est un peu ça. Il crie très fort et puis après ça il négocie, il met la pression, mais quand même il prend un certain nombre de mesures. Rappelons que les mesures qui ont été prises lors de son premier mandat par rapport aux produits chinois, ils sont toujours en place, ils n'ont pas évolué. Au contraire, même Biden a rajouté des couches en termes de tarifs douaniers et de restrictions sur un certain nombre de produits. Donc oui, il y a une partie de négociation qui va pouvoir alléger un petit peu, mais je crains malheureusement les 10% sur les importations de produits européens, on les aura. Parce que ça fait partie de sa stratégie. Même si, économiquement parlant, comme je ne sais plus qui disait, ce programme est totalement stupide. Mais en attendant, il va l'appliquer. Alors justement, on sait que c'est un homme d'affaires redoutable, mais ce n'est pas un économiste. Non. Or, lui, il veut un dollar faible, des taux d'intérêt faibles. Et si je vous suis en tant qu'économiste, vous n'allez pas me contredire, s'il augmente les tarifs, l'inflation va augmenter, les taux vont augmenter, et si les taux augmentent, le dollar... Donc, il va, en tout cas à court moyen terme, il va peut-être obtenir l'effet inverse de ce qu'il voulait, non? Clairement, toutes les mesures telles qu'elles sont annoncées, que ce soit les tarifs douaniers, mais aussi l'arrêt du flux migratoire et même de renvoyer les gens au Mexique en particulier, on est sur un marché de l'emploi aux États-Unis qui est déjà relativement tendu dans certains secteurs, donc j'ai de la pression sur les salaires, donc un risque inflationniste. Donc j'ai un double risque inflationniste. Et d'ailleurs, le discours de Powell de la semaine, fin décembre, était assez clair. Il ne l'a pas cité, mais il a quand même dit on doit tenir compte du nouveau contexte économique dans lequel on va se trouver. Donc ça veut dire, à l'arrivée de Trump, les mesures qu'il va prendre auront un impact inflationniste. Difficile à chiffrer, mais clairement. Donc c'est un impact inflationniste, incite la Banque centrale européenne à ne plus baisser ses taux, ou en tout cas avoir un scénario où on n'aura plus que 2 baisses de taux. Par rapport à un scénario où on parlait de 4 baisses de taux l'année prochaine. Donc oui, effectivement, c'est assez surprenant. Et ce qui est surprenant, c'est que ça ne provoque aucune réaction dans ses équipes. Alors oui, il y a le secrétaire au Trésor qui sera peut-être qui est un gars de Wall Street. Qui est un gars de Wall Street et qui, lui, parle du 3-3. Donc on va limiter le déficit à 3%. On veut, les deux autres, le 3%, c'était aussi augmenter la production de pétrole de 3%. Et c'était son objectif. Donc peut-être que lui va un petit peu tempérer les propos de Trump, mais on sait quand même que Trump est capable de tout. Alors justement, vous parlez d'énergie directement. Le marché du pétrole est plutôt à la baisse, les prix du pétrole, alors qu'il y a 1 ou 2 ans, on se posait la question si on allait pouvoir chauffer nos chaumières, nos maisons, nos appartements avec la crise en Ukraine. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On sait que l'environnement, il n'en a que notre ami Donald Trump, puisque son slogan c'est drill, 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 c'est-à-dire forêt, forêt, forêt. Et il y a une reconfiguration aussi au Moyen-Orient qui fait que le pétrole est plutôt à la baisse, puisque en fait les quotas imposés par les Saoudiens n'ont été respectés par personne. Exact. Est-ce qu'on ne va pas assister en 2025 à un reflux, ce qui serait positif pour nous, du prix du pétrole? Alors, il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, avec la baisse du prix du baril de pétrole, pour les entreprises américaines, ce n'est plus intéressant de faire du forage. Et on est pratiquement à la limite aujourd'hui. D'ailleurs, 2 ou 3 grands producteurs aux États-Unis ont dit « nous, on ne fait pas de forage complémentaire ». Parce que ça n'est pas rentable. Parce que c'est plus rentable. Donc, comme on a un excédent de production au niveau mondial, l'OPEP a revu les chiffres de consommation l'année prochaine à la baisse. On est déjà sur un marché déséquilibré. Donc les Américains, l'offre est supérieure à la demande et elle le restera l'année prochaine. Donc il n'y a aucun intérêt de la part des producteurs américains d'encore augmenter leur production. Ok. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le front, en tout cas, de l'inflation. C'est une bonne nouvelle sur le front de l'inflation. Maintenant, on n'a pas parlé Banque centrale européenne qui baisse plus vite ses taux d'intérêt, puisque ça, c'est le scénario pour l'année prochaine. Elle baissera plus vite ses taux, plus fortement que la Banque centrale américaine. Cette année-ci, oui. Et donc, conséquence, 1 euro contre dollar qui va voir le dollar se renforcer, 1 euro s'affaiblir, c'est très bien pour nos exportateurs, mais c'est très mauvais évidemment en termes d'inflation importée, puisque ce que nous importons, toutes les matières premières vont nous coûter plus cher. Elles sont libellées en dollars, elles vont nous coûter plus cher. D'où la prudence aussi. D'où la prudence de la Banque centrale européenne aussi. En fait, elle a peur quoi, d'un effet de second tour, c'est-à-dire qu'avec l'euro, qu'on se retrouve avec de l'inflation importée. Avec de l'inflation importée, absolument. Ouais. Alors, on a parlé de monnaie et tout. Alors, je sais que le Bitcoin n'est pas vraiment une monnaie, c'est plutôt un crypto-actif. Ouais. Alors, on revient toujours avec d'ailleurs Donald Trump. On peut dire aussi que c'est Monsieur Bitcoin, puisque grâce à lui, le Bitcoin, fin de l'année 2024,
2024 avait franchi le seuil des 100 000 $. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous êtes dans une banque et les banquiers n'aiment pas trop le bitcoin ou les crypto-monnaies, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, quand on me pose la question, très clairement, je dis ayez du bitcoin dans votre portefeuille. D'abord, il faut avoir la possibilité de pouvoir en acquérir. Moi, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je rappelle simplement qu'on va vous tracer. C'est-à-dire, on va vous demander après coup comment vous avez fait votre investissement. Et quand vous voulez réaliser votre plus-value, on va vous demander d'où vient cette plus-value. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et donc, ça veut dire que vous allez avoir des contrôles extrêmement importants, en tout cas en Europe pour le moment. Avoir du bitcoin, mais il faut bien le considérer que ce qu'il est. C'est un cryptoactif comme un autre, donc c'est un actif financier comme un autre. Il n'est pas décorrélé, parce que c'est quand même ça l'idée de base à la création du Bitcoin, c'était d'avoir un actif décorrélé. Il n'est pas du tout décorrélé. Quand la bourse américaine fait une petite correction, le Bitcoin corrige, et inversement, quand la bourse se porte bien, le Bitcoin se porte bien. Donc ça, c'est contraire au discours ambiant. C'est discours tout à fait. Mais vous dites, vous pouvez en avoir dans le portefeuille, vous le dites un petit peu comme on dit, alors c'est un peu comme on disait pour les boomers, vous pouvez avoir un petit peu d'or, 3%, 5% de votre portefeuille, et quoi, le Bitcoin, c'est l'or des jeunes? C'est l'or des jeunes, c'est quelque chose que je comprends très très bien que les jeunes soient attirés par ça, que ça a du sens dans l'évolution de la société actuelle. Oui, mais au niveau du raisonnement, on est quand même en porte-à-faux, on voit quand même un graphique qui fait comme ça, que tous les raisonnements, voilà. De toute façon, quelle est la valeur du Bitcoin? Il n'y en a pas. Elle est basée sur rien. Donc, même que ce soit 10 000 ou 100 000, par moi, ça n'a pas plus de valeur. Mais ça, c'est un actif. On prend le risque de se positionner sur un actif, on subit les conséquences, c'est volatile, ça peut retomber à zéro demain. Alors, on a vu, vous en avez parlé de Jérôme Powell, qui est donc le président de la Banque centrale américaine. On s'attendait à ce que... Enfin, il a baissé ses taux fin de l'année dernière. On pensait que pour 2025, il baisserait un peu plus ses taux. Là, il a clairement indiqué que ce ne sera pas trop le cas. Est-ce que c'est de nature à freiner l'élan de la bourse américaine qui, jusqu'à présent, elle est plutôt euphorique? Ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui ont leur épargne placée en actions américaines. C'est clair que c'est la question que tout le monde s'est posée. Et d'ailleurs, le jour de l'annonce de Powell, on a eu une petite correction. On a perdu à peu près 2% sur les indices américains. Mais on les a récupérés 2 jours après. Pourquoi? Parce que dans les mesures de Trump, on a aussi une mesure qui est une baisse des impôts des sociétés. Donc, inéluctablement, un certain nombre des mesures, dans un premier temps, vont amener une dynamique supérieure de l'économie américaine. On a déjà des taux de croissance largement supérieurs à l'Europe. On aura encore un taux de croissance qui sera supérieur l'année prochaine. Donc ça va soutenir les valeurs américaines. Les petites entreprises vont profiter d'un contexte économique plus favorable aussi. Donc l'ensemble des indicateurs devraient plutôt être soutenus l'année prochaine, dans une première partie de l'année en tout cas. Alors Bernard, je vais vous posais une question, je vous demandais de prendre votre boule de cristal. On est en début d'année 2025, alors il y a un consensus visiblement auprès de vos collègues, qu'ils soient belges, européens ou anglo-saxons, quand on regarde les études ou les analyses ou les prévisions de la plupart des grandes maisons de fonds, il y a un consensus sur la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, les indices boursiers, le dollar, le pétrole, l'or, le bitcoin. Alors moi j'ai un peu d'expérience quand même en tant qu'observateur extérieur, je ne suis pas acteur, c'est que quand le consensus est à ce point, je dirais, homogène, c'est jamais bon signe, parce que le consensus a souvent tort. Mais en même temps, on peut comprendre le raisonnement qu'il sous-tend. On comprend très très bien le raisonnement. Maintenant, je vais peut-être nuancer une chose. Dans les prévisions du groupe KBC-CBC, au niveau de la croissance, nous avons revu assez nettement la croissance à la baisse en Europe, en particulier en zone européenne, avec l'arrivée de Trump. Avant l'arrivée de Trump, on tablait sur un taux de 1% de croissance. On l'a ramené à 0,7%. Parce que nous estimons que l'économie européenne sera extrêmement pénalisée si Trump prend les mesures qu'il a annoncées. Donc, consensus en termes de croissance, on est très loin des prévisions de la Commission européenne, on est très loin des derniers chiffres de l'OCDE aussi, en termes de croissance. Donc là, il y a déjà des nuances. Il y a un petit bémol. Il y a déjà de la banque CBC, des bémols à notre niveau. Effectivement, je crois qu'on n'est pas les seuls. Mais donc là, il y a déjà un bémol relativement important. Maintenant, en termes de valeur, qu'on parle des indices boursiers, il est évident que la croissance, elle est aux États-Unis. On aura un écart de pratiquement 2% de croissance entre les États-Unis et l'Europe l'année prochaine. Donc, inéluctablement, c'est logique de se repositionner et de rester positionné sur les valeurs américaines. Parfait. Merci 1000 fois Bernard pour ces explications. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, Nicolas Van Zelbroek, et on va parler d'économie numérique avec ce professeur à l'école de commerce Solvay. Et d'ici là, je vous souhaite de très très bons vœux et une très bonne année. Merci 1000 fois.